Dans ce cours, nous allons voir différents composants du réseau. On va commencer par le fameux firewall qui se traduit en français par le mot pare-feu. Un pare-feu peut être logiciel ou matériel. Il s'agit d'un système conçu pour empêcher tout accès non autorisé de pénétrer un réseau privé en filtrant les données qui proviennent d'Internet. C'est-à-dire qu'il va bloquer ou autoriser le trafic. Donc en gros, il filtre les paquets de données qui rentrent dans le réseau et c'est lui qui va les autoriser ou non. Aujourd'hui, le pare-feu est indispensable à toute entreprise pour assurer la sécurité de son réseau. Il existe différents types de pare-feu. On va voir rapidement celui qui est basé sur l'hôte. Un pare-feu basé sur l'hôte est un pare-feu purement logiciel. C'est le genre de pare-feu qui est installé sur votre ordinateur pour le protéger. Par exemple, sur les versions récentes de Windows, il y a un pare-feu basé sur l'hôte. Vous pouvez l'activer ou le désactiver vous-même et même créer des règles d'exception en fonction du nom de l'application. Et bien sûr, vous pouvez toujours aussi acheter un autre pare-feu et l'installer sur votre ordinateur pour ajouter encore plus de sécurité. On va maintenant parler des types de médias. Aujourd'hui, il existe plusieurs catégories de câbles à paire torsadée que vous devrez connaître pour l'examen. La principale différence de ces normes porte sur la vitesse maximale qui peut être gérée sans problème de diaphonie. Diaphonie, ce sont simplement les interférences. Sur le tableau, on peut voir les catégories avec les différentes vitesses de câbles à paire torsadée. La paire torsadée non blindée, qui se fait appeler UTP, est de loin le type de câble le plus utilisé aujourd'hui. Il se compose de 4 paires de fils non blindés, torsadés les unes avec les autres. En fait, les fils sont torsadés à l'intérieur juste pour éviter les interférences, c'est-à-dire la diaphonie. Ce type de câblage est principalement utilisé sur les réseaux locaux. Il existe aussi la paire torsadée qui est crantée. Il s'agit de la norme FTP. Ici, un blindage vient s'ajouter sur l'ensemble des 4 paires du câble. Et on a la paire torsadée blindée, le STP, qui est aussi très similaire aux deux autres, sauf qu'elle a un blindage en aluminium sur chacune des paires du câble. Ce blindage permet d'ajouter une couche de protection contre les interférences électromagnétiques et les fuites du câble. Passons maintenant au câble coaxial qui est principalement utilisé par les opérateurs pour fournir de l'Internet haut débit aux ordinateurs. Au tout début de l'informatique, on l'utilisait plutôt comme un bus pour desservir un réseau d'ordinateurs. Il existe deux types courants de câbles coaxiaux. Il y a le RG6, qui est conçu pour les longues distances et couramment utilisé pour la télévision par câble et la connexion Internet. Et on a le RG59, qui lui est conçu pour les courtes distances et s'utilise plutôt pour de la vidéo haute définition et de haute qualité. On va maintenant parler des câbles à fibre optique. La fibre optique utilise des impulsions lumineuses pour envoyer des données, ce qui le rend très rapide et en plus il peut s'étendre sur de longues distances. Comme on a vu dans un cours précédemment, il y a deux modes différents en fibre optique. On a la fibre monomode et la fibre multimode. La fibre monomode est un câble à fibre optique qui permet à la lumière d'entrer uniquement sous un seul angle, ce qui lui procure l'avantage de s'étendre sur de longues distances. Et en multimode, la lumière se propage dans plusieurs faisceaux qui se reflètent sur les parois du câble. Contrairement à la fibre monomode, le multimode est conçu pour les courtes distances. On va maintenant détailler différents périphériques réseau. Voici un modem de type DOCSIS qui est utilisé pour une connexion par câble. Il permet de gérer des signaux de données entrants et sortants, comprenant Internet, la vidéo et l'audio. La version 3.1 d'un modem DOCSIS permet de prendre en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits en download et 1 gigabit en upload. Passons maintenant au concentrateur que l'on connaît aussi sous le nom de hub. Le concentrateur est considéré comme un appareil non intelligent car il ne filtre aucune donnée et il ne sait même pas où les données sont censées arriver. Lorsqu'un paquet de données arrive sur l'un de ces ports, il est bêtement copié sur tous les autres ports.
ce qui veut dire que tous les équipements qui lui sont raccordés recevront ce paquet. Non seulement c'est un problème de sécurité, mais en plus cela crée un trafic complètement inutile sur le réseau. C'est pourquoi le switch est arrivé. Le commutateur est très similaire à un concentrateur, sauf que lui est doté d'une intelligence. Le switch apprend les adresses physiques des périphériques qui lui sont connectés, et de plus, il les garde même en mémoire dans une table. Ce qui veut dire que lorsqu'un paquet de données arrive sur le commutateur, eh bien il sera dirigé uniquement vers le port qui lui est destiné. C'est d'ailleurs la principale différence entre un concentrateur et un commutateur. Le switch sera tout de même largement préféré qu'un hub car il réduit considérablement le trafic inutile sur le réseau. Passons maintenant au pont réseau qui porte plutôt le nom de bridge en anglais. Ce type d'équipement est utilisé pour diviser un réseau en domaines de collision. Par exemple, si vous avez un réseau qui est segmenté en deux par des concentrateurs, eh bien cela veut dire que tout le trafic broadcast des deux segments est vu par l'ensemble des ordinateurs. Ce qui provoque encore une fois du trafic inutile. C'est là que le pont a toute son utilité. Si vous ajoutez un pont au réseau, cela réduira tout le trafic inutile entre les deux segments car les données seront filtrées en fonction de leurs adresses MAC. Le pont ira croiser les données uniquement s'il rencontre une adresse MAC de destination appartenant à l'autre segment du réseau. Car tout comme les switches, le pont conserve un enregistrement de toutes les adresses MAC des cartes réseau, ce qui permet de réduire le trafic inutile en autorisant ou en bloquant les données en fonction de leurs adresses MAC. Alors, un segment fait partie d'un réseau et est séparé par un équipement tel que un concentrateur, un commutateur, un pont ou un routeur. Justement, parlons de routeur. Le routeur fait exactement ce que son nom indique, c'est-à-dire qu'il route les données. C'est un appareil qui achemine ou transfère des données d'un réseau à un autre en fonction de leurs adresses IP. Lorsqu'un paquet de données est reçu sur le routeur, eh bien il inspectera le paquet pour savoir si le paquet est destiné à son propre réseau ou bien à un autre. On peut donc voir le routeur comme une passerelle de réseau. Alors petit aparté sur les équipements réseau, vous verrez parfois une bande jaune sur les ports d'un switch ou même d'un routeur. Eh bien c'est pour dire qu'ils sont compatibles PoE. Ça veut dire qu'ils vont fournir en plus du réseau une alimentation, ce qui évitera aux équipements d'avoir un câble électrique. C'est très utile surtout pour les bornes Wi-Fi et les téléphones IP. On va maintenant revenir sur notre schéma réseau et voir le point d'accès sans fil. Le point d'accès sans fil est essentiellement un concentrateur sans fil utilisé par des appareils sans fil. Il se connecte à un réseau filaire et relaie simplement les données entre le réseau filaire et les périphériques sans fil pour qu'ils puissent communiquer. Sur le schéma, on voit un point d'accès sans fil connecté au réseau par le switch pour que l'ordinateur portable et le smartphone puissent communiquer au réseau. Voyons maintenant ce qu'est la carte réseau. Une carte d'interface réseau est utilisée pour connecter un ordinateur au réseau. Il s'agit simplement d'une carte de circuit imprimé qui est installée sur votre ordinateur. Son rôle consiste à convertir les données qui rentrent pour que l'ordinateur puisse les comprendre. Chaque carte réseau a son propre identifiant qui est l'adresse MAC. C'est un identifiant unique. Passons à la carte modem, qui permet à un ordinateur de transmettre des données sur des lignes téléphoniques. Les données d'une ligne téléphonique sont analogiques, alors que celles d'un ordinateur sont numériques. C'est pourquoi le rôle du modem est de convertir les données de la ligne téléphonique en numérique pour que l'ordinateur puisse les comprendre. On va maintenant voir un terme technique qui est le panneau de brassage. Il s'agit d'un panneau contenant plusieurs connecteurs permettant de brasser des câbles réseau. Il permet aux admins réseau d'apporter une connexion à différents points d'un bâtiment. Avant de terminer le cours, on va parler rapidement de technologie sans fil. L'I3E est une organisation internationale pour l'avancement des technologies liées au courant faible. C'est eux qui sont responsables d'un ensemble de normes qui portent le nom de 802.
La norme pour les réseaux locaux sans fil, c'est-à-dire le Wi-Fi, est le 802.11. La technologie sans fil est de plus en plus populaire et il existe aujourd'hui 5 normes sans fil. Les normes A, B, G, N et AC. Et voici un tableau qui recense les vitesses, fréquences et dates de sortie des différentes normes Wi-Fi. Et pour finir, on va parler de Bluetooth qui permet, en émettant des ondes radio à courte portée, de connecter et d'échanger des informations entre des appareils comme des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes. Cette technologie fonctionne à 2,4 GHz et est capable de transférer de la voix et des données. La dernière norme du Bluetooth permet d'avoir une vitesse de transfert de 24 mégabits par seconde avec une portée max à 100 mètres.